Bonjour à toutes et à tous. Cette présentation vidéo vous est proposée dans le cadre de Rootstech Connect, une conférence généalogique en ligne organisée par Family Search. Je suis Brigitte Billard et je vais vous expliquer pourquoi tester toute une fratrie, la vôtre ou celle de vos parents ou cousins germains, est un atout pour les recherches que vous faites en utilisant la généalogie génétique. Avant de commencer cette présentation, je vous rappelle qu'en France, les tests génétiques dits récréatifs, ceux que vous pouvez vous procurer facilement sur Internet, sont interdits et passibles d'une amende, même si cela n'a encore jamais été appliqué. Vous êtes prêts ? Commençons par quelques rappels sur la transmission de l'ADN. Voici un schéma qui présente de façon théorique quel pourcentage d'ADN commun on constate entre les membres d'une famille. Je suis ici, au milieu du schéma. J'ai environ 50% d'ADN en commun avec mon père, avec ma mère, avec chacun de mes frères et sœurs, avec chacun de mes enfants. J'ai environ 25% d'ADN en commun avec chacun de mes grands-parents, avec chacun de mes oncles et tantes, avec chacun de mes neveux et nièces, avec chacun de mes petits-enfants, avec chacun de mes demi-frères et sœurs. Ça, c'est la théorie. Mais la répartition n'est pas aussi précise. Si vous avez bien reçu 50% à quelques erreurs de lecture près de chacun de vos parents, vous n'avez pas forcément reçu 25% de chacun de vos grands-parents. Et surtout, vos frères et sœurs n'ont pas reçu de vos parents les mêmes 50% d'ADN que ceux que vous avez reçus. Voici un exemple très simplifié pour représenter la transmission de l'ADN sur un seul chromosome entre un enfant et ses parents. Voici Jérôme. Voici une des paires de chromosomes de Jérôme. Un des chromosomes, disons le violet, lui vient de son père, l'autre lui vient de sa mère. Voici Naomi et sa paire de chromosomes. Le bleu vient de son père, le rouge de sa mère. Les cellules de reproduction se forment dans le corps de Jérôme et dans le corps de Naomi lors d'un processus qu'on appelle la méiose. Sans vouloir faire un cours de biologie, on retiendra simplement que nos 23 paires de chromosomes sont d'abord dupliquées, puis recombinées de façon aléatoire, un peu comme on bat un jeu de cartes. Ainsi, une nouvelle cellule est constituée toujours avec 50% de l'ADN du père et 50% de celui de la mère, mais dans un ordre différent. Dans une deuxième phase, cette cellule reproductive se scinde en deux pour former 2 ovocytes chez la mère ou 2 spermatozoïdes chez le père. Ces cellules reproductives sont d'ailleurs les seules à avoir 23 chromosomes et non 46, soit 2 fois 23, pour toutes les autres cellules de l'être humain. Chaque cellule reproductive ne contient donc bien que 50% de l'ADN de l'individu concerné. Dans notre exemple, Naomi ou Jérôme, composés de façon aléatoire d'environ la moitié du patrimoine génétique de leurs père et mère respectifs. Ainsi, lors de la fécondation, ces 2 cellules reproductives de Jérôme et de Naomi vont s'unir pour former à leur tour les 23 paires de chromosomes des cellules du bébé. Les 2 concepts à bien garder en tête ici sont aléatoire et 50% environ. On estime qu'il y a environ 8 millions de possibilités différentes lors de chaque création de cellules reproductives. Lors de la conception d'un nouvel enfant, les 23 paires de chromosomes constitutifs de l'espèce humaine sont reformées, avec pour chacune un chromosome venant de son père et un autre venant de sa mère. Reprenons l'exemple de Jérôme et Naomi de façon à nouveau très simplifiée. Jérôme est le fils de Jensen et Margot. Il a reçu 50% de l'ADN de Jensen, les lettres J, E, et 50% de l'ADN de Margot, les lettres R, O et M. Naomi est la fille de Thomas et Léonie. Elle a reçu 50% de l'ADN de Thomas, les lettres A, O et M, et 50% de l'ADN de Léonie, les lettres N, I et E. Jérôme et Naomi ont 3 enfants. Johanny, qui a reçu le J, le O et le E de son père, c'est-à-dire le J et le E de son grand-père paternel Jensen et le O de sa grand-mère paternelle Margot, et qui a reçu le A, le N et le I de sa mère, c'est-à-dire le A de son grand-père maternel et le N et le I de sa grand-mère maternelle.
Romain a reçu le R et le O de Margot, le M et le A de Thomas, le I et le N de Léonie. Marine a reçu le M et le R de Margot, le A de Thomas, le I et le N de Léonie et le E de Jensen. Mon exemple est très simplifié, il ne fonctionne que sur 6 lettres, alors que l'ADN humain comprend des millions de signes. Un enfant a toujours de l'ADN de ses grands-parents et de ses arrière-grands-parents, de façon relativement importante. Mais comme vous le voyez dans cet exemple, une partie du patrimoine génétique des grands-parents n'est plus présent dans le patrimoine génétique de leurs petits-enfants. Le patrimoine génétique que Jérôme et Naomi n'ont pas reçu de leurs parents respectifs n'est bien sûr pas transmis à leurs enfants. Et chacun de leurs enfants a reçu un patrimoine génétique différent de ses grands-parents. Pour mieux comprendre la répartition aléatoire de l'ADN qu'on partage dans une famille, voici un extrait du tableau The Shared CM Project, un projet géré par Blaine Bettinger. À partir d'exemples réels qui lui ont été envoyés par la communauté des généalogistes ayant effectué un test ADN, Blaine Bettinger a mis en place un tableau qui montre pour chacune des relations familiales la moyenne de l'ADN partagé, exprimée en centimorganes, et les valeurs les plus hautes et les plus basses observées dans son échantillon de plusieurs dizaines de milliers de personnes. La longueur totale des 22 paires de chromosomes asexués, du chromosome 1 au chromosome 22 d'un individu, est d'environ 7000 centimorganes. Avec ce tableau, vous voyez qu'en moyenne, une personne partage 3485 centimorganes avec ses parents et 3487 centimorganes avec ses enfants, donc approximativement 50%, mais que les variations vont de 2376 centimorganes à 3720. Pour un grand-parent ou un petit-enfant, les écarts sont même encore plus importants. En moyenne, le partage est de 1754 centimorganes, environ 25%, mais la variation peut aller de 984 centimorganes à 2462 centimorganes. Et plus vous allez avoir des relations familiales éloignées avec un cousin généalogique, plus la variabilité de l'ADN partagé peut être importante. Je vous propose maintenant de voir quelques exemples concrets à partir des résultats des analyses ADN de ma famille. Voici tout d'abord une comparaison de l'ADN que mon frère, ma sœur et moi avons en commun avec maman. Je vous rappelle qu'en théorie, nous avons chacun de nous reçu d'elle 50% de notre ADN. Comme vous le voyez, ma sœur a bien reçu de maman les 50% attendus de son ADN. Elle a 3541,9 centimorganes en commun avec maman. Mon frère n'a reçu que 49,8% de son ADN de maman. Quant à moi, l'aîné de la fratrie, j'ai reçu selon cette analyse 49,6%, soit 3514,1 centimorganes de l'ADN de maman. Soyons clairs, ces chiffres ne veulent pas dire que mon frère et moi avons reçu plus d'ADN de papa. C'est matériellement impossible. Si nous avions pu tester papa, il est probable que nous n'aurions pas non plus 50% d'ADN en commun avec lui. Quand des résultats d'analyse sont légèrement inférieurs à 50% dans le cas de la transmission de l'ADN entre un parent et un enfant, c'est uniquement dû aux limitations techniques des tests actuels. Ces tests n'analysent pas la totalité de l'ADN de chacun, pas encore. Les segments non testés peuvent générer quelques petites approximations. Une chose est claire, dans chacune des 23 paires de votre ADN, un de vos chromosomes vient de votre père, l'autre de votre mère. Ce qui est bien plus important, c'est que mon frère, ma sœur et moi n'avons pas tous les trois reçu le même ADN de chacun de nos parents. Voici, pour que vous compreniez mieux, un extrait de l'outil de triangulation que propose MyHeritage et qui compare l'ADN de maman au mien, à celui de mon frère et à celui de ma sœur. Chacune des lignes représente un de nos chromosomes et toutes les positions sont comparées aux positions équivalentes sur les chromosomes de maman. Seuls les chromosomes 1 à 5 sont représentés ici, mais l'exemple s'applique de la même façon sur les 22 chromosomes non sexuels. Toutes les zones encadrées, par exemple celle-là, représentent des segments d'ADN identiques entre nous quatre et viennent d'un même ancêtre. Mon chromosome, qui est en l'occurrence mon chromosome maternel de chacune des paires, est celui en orange.
Si je fais la même comparaison avec maman uniquement, la totalité de notre chromosome est commun. Même chose pour mon frère et ma sœur. Une comparaison 1 à 1 avec maman donne des chromosomes communs, ce qui est bien sûr normal. Tout notre ADN maternel nous vient de notre mère. Mais rappelez-vous que pendant la formation de l'ovocyte, l'ADN de maman s'est mélangé, les chromosomes de son père et de sa mère générant une nouvelle chaîne d'ADN, celle qui nous a été transmise lors de la fécondation. Et ces 3 chaînes d'ADN sont différentes pour chacun des 3 enfants. Les zones triangulées du graphique, celles qui sont encadrées, représentent l'ADN que mon frère, ma sœur et moi avons reçu à l'identique tous les 3 de maman. Les zones non triangulées, sur nous 3, mais où beaucoup sont triangulés 2 à 2, représentent de l'ADN qui n'est pas commun aux 3 membres de notre fratrie. Le fait que l'ADN de chacun des membres d'une fratrie ne soit pas identique a des conséquences sur la façon dont nous pouvons utiliser l'ADN pour nos recherches en généalogie génétique. Voici quelques exemples. Je vous propose d'étudier 3 exemples de correspondance dans MyHeritage. Le premier concerne Mireille, qui partage 179,2 centimorganes avec mon frère. Le second concerne Lucie, qui partage 108 centimorganes avec moi. Enfin, le troisième concerne Florence, qui partage 74,6 centimorganes avec ma sœur. Commençons par étudier la correspondance entre Mireille et mon frère. Mireille a environ 80 ans, elle appartient à la génération de nos parents. MyHeritage propose 2 options pour le cousinage. Cousine germaine éloignée au 2e degré, cousine issue de germain éloignée au 1er degré. Regardons ce que propose The Shared CM Project pour cette correspondance de 179,2 centimorganes. Toutes les cases colorées sont des possibilités, c'est-à-dire que le résultat de l'analyse fait partie de l'intervalle possible de toutes ces cases colorées. Mais toutes les possibilités n'ont pas la même probabilité. À 51% sont possibles les relations suivantes en rose. À 36% sont possibles les relations suivantes en mauve. Ma sœur et moi avons aussi une correspondance génétique avec Mireille, mais à des degrés moindres. Ma sœur partage 128,1 centimorganes avec Mireille. Et MyHeritage lui propose avec Mireille les mêmes relations que celles qu'il y a entre notre frère et Mireille. Je n'ai en revanche que 47,3 centimorganes avec Mireille, par rapport à mon frère qui en a 179,2. En conséquence, le cousinage qui m'est suggéré par MyHeritage est beaucoup plus éloigné. Reprenons les correspondances proposées par le Shared CM Project qui servent de référence à beaucoup de chercheurs en généalogie génétique. Les cases encerclées en rose sont celles qui sont le plus probables, à 51%, à partir de la correspondance constatée entre mon frère et Mireille. Les cases encerclées en mauve sont celles pour cette même relation qui sont probables à 36%. Ajoutons maintenant les relations déduites de la correspondance entre ma sœur et Mireille. L'étoile bleue correspond à des relations probables à 48%. L'étoile rose correspond à des relations probables à 25%. Vous constatez déjà que les relations proposées se recoupent, mais ne sont pas identiques. Et ma correspondance avec Mireille, où se trouve-t-elle ? Mes meilleures probabilités, à 29%, sont représentées par l'étoile orange. Comme vous le constatez, elles sont quasiment toutes en dehors des possibilités de relations déduites à partir de la correspondance entre mon frère et Mireille. Je connais notre cousinage avec Mireille. Elle est une des filles du demi-frère de mon grand-père et donc une demi-cousine germaine de mon père. Dans le tableau du Shared CM Project, on trouverait Mireille dans la case ALF 1C 1R par rapport à mon frère, ma sœur et moi. Les relevés fournis à Blaine Bettinger donnent une moyenne de 224, avec des valeurs minimales de 62 et maximales de 469 centimorganes. Mon frère et ma sœur ont une correspondance génétique avec Mireille inférieure à la moyenne, mais dans les limites actuellement constatées. Quant à moi, avec mes 47 centimorganes partagés avec Mireille, je suis en dehors des statistiques actuelles. Pourtant, j'ai bien avec Mireille la même relation, exactement la même que mon frère et ma sœur. Nous avions perdu tout contact avec cette branche de la famille depuis très longtemps. Mon père ne connaissait même pas ses demi-cousins germains.
La correspondance première a été faite avec l'arrière-petite-fille de Mireille, qui a une correspondance de 61,9 centimorganes avec mon frère, de 14 centimorganes avec ma sœur, mais absolument aucune correspondance génétique avec moi. C'est ensuite seulement que nous avons demandé à Mireille si elle acceptait d'être testée. Mireille a en effet 25% de l'ADN de son grand-père, mon arrière-grand-père, un atout pour des recherches futures. Mais si mon frère n'avait pas fait tester son ADN, je n'aurais pas pu reprendre contact avec cette branche assez proche de ma famille parce que je n'aurais eu aucun contact ADN utilisable. Passons maintenant à ma correspondance avec Lucie, qui est de 108,4 centimorganes, une de mes plus grosses correspondances en dehors de ma famille très proche. Je sais où Lucie se trouve dans mon arbre. Elle est une descendante du frère aîné de mon arrière-grand-père Jean-Joseph. Lucie est aussi en correspondance avec mon frère, pour un niveau à peu près équivalent au mien. Mireille est également en correspondance avec Lucie, mais très faiblement. En revanche, ma sœur et Lucie n'ont aucune correspondance génétique. Cela veut dire que l'ADN que nous avons en commun, mon frère et moi avec Lucie, n'a pas du tout été transmis à ma sœur. Si ma sœur avait été la seule à faire un test ADN et n'avait pas connu la famille de Lucie, ni cette partie de notre arbre commun, la génétique n'aurait pas pu l'aiguiller dans cette direction. Analysons les chiffres concernant nos correspondances avec Lucie en utilisant les relevés du Shared Same Project. Mon frère, ma sœur et moi correspondons à la case Self, identifiée par le cercle mauve. Notre arrière-grand-père est ici, identifié par la flèche mauve. Son frère, notre arrière-grand-oncle, est identifié par la flèche rose. Lucie, notre cousine, est identifiée par le rond rose. Les données statistiques rassemblées par Blaine Bettinger indiquent que la moyenne des correspondances ADN pour cette relation familiale, 3C1R, est de 48 centimorganes. Rappelez-vous, j'ai 108,4 centimorganes de correspondance avec Lucie, mon frère en a 91,8. Ce sont des valeurs bien supérieures à la moyenne, mais qui restent dans l'intervalle relevé par Blaine Bettinger, entre 0 et 192 centimorganes pour la relation 3C1R. Il peut également n'y avoir pas d'ADN partagé entre deux cousins généalogiques à ce niveau de cousinage. Comme dans le cas de ma sœur qui ne partage pas d'ADN avec Lucie, alors que mon frère et moi avons une correspondance avec Lucie supérieure à la moyenne pour ce type de relation. Quelles conséquences tirer de cet exemple avec Lucie ? Si je cherchais à connaître mon arrière-grand-père en ayant recours à l'ADN et que seule ma sœur avait été testée, je n'aurais pas pu trouver la correspondance avec Lucie et je n'aurais pas mis la main sur un indice vraiment important. Voici enfin la correspondance que mon frère et ma sœur partagent avec Florence. Florence est une correspondance trouvée assez récemment et je n'ai pas encore pu préciser notre cousinage. Mais selon les quelques informations généalogiques qu'elle a mises en ligne, une de ses ancêtres, Rosa Marchese, est née en 1829 à Rivaloro Ligure, dans la banlieue de Gênes. Ma sœur, mon frère et moi avons une ancêtre née en 1824 à Rivarolo Ligure, qui porte le nom de Marie-Emmanuelle Marchese. Une connexion à ce niveau, en fait plutôt une connexion au niveau des pères de ces deux femmes, semble possible. C'est en tout cas une piste à suivre. Mon frère a une correspondance beaucoup plus faible que ma sœur avec Florence. Quant à moi, l'algorithme de MyHeritage ne me trouve aucun ADN partagé avec Florence, qui n'apparaît pas dans ma liste de correspondances. Si j'essaie de visualiser les correspondances ADN de mon frère et ma sœur avec le diagramme du Shared Same Project, je peux indiquer où se trouve Marie-Emmanuelle Marchese et notre ancêtre. Si la relation familiale se passe comme je le suppose, au niveau du père de Marie-Emmanuelle, qui pourrait être le frère du père de Rosa Marchese, l'ancêtre de Florence, la relation serait ici, dans l'ovale rose. Florence pourrait être cousine éloignée, 5C selon la nomenclature anglo-saxonne. En théorie, l'ADN partagé pour ce niveau de relation est en moyenne de 25, avec des limites allant de 0 à 117 centimorganes. Ma sœur a 74,6 centimorganes, mon frère 38 centimorganes et moi 0, ce qui correspond possiblement à cette relation. Une fois de plus, je n'ai pu trouver cette correspondance que parce que ma sœur a été testée. Et pourtant, cette correspondance génétique va peut-être me permettre de remonter un peu l'ascendance de mon aïeul ou au moins de la confirmer génétiquement.
Les 3 exemples que je vous ai présentés peuvent vous sembler extrêmes. Des cousins génétiques qui n'apparaissent que chez certains membres de la fratrie et pas chez d'autres, ce n'est pas l'idée qu'on se fait au départ de l'ADN. Pourtant, si vous regardez attentivement les correspondances d'une fratrie, vous constaterez vous aussi qu'elles ne sont pas identiques. Le mix génétique que vous avez reçu lors de votre conception est différent de celui qu'ont reçu vos frères et sœurs, sauf si vous avez un jumeau monozygote, c'est-à-dire que vous êtes tous les deux issus de la même cellule fécondée. Pour conclure, voici les points que j'espère vous avoir permis de mieux comprendre. Une quantité d'ADN partagé peut correspondre à beaucoup de relations familiales possibles. Ne restez pas focalisé sur une seule relation. Explorez toutes les possibilités, même celles qui sont aux extrêmes des limites possibles selon le tableau de Blaine Pettinger, surtout si la relation sur laquelle vous travaillez est éloignée. Plus vous testez de personnes dans une fratrie, plus vous augmentez vos possibilités de retrouver des cousins. Si vous testez votre fratrie, cela vous donne un accès plus large à l'ADN de vos parents, à une partie de l'ADN que vous n'avez pas reçu. Si vous êtes en mesure de tester les frères et sœurs de vos parents, vous accédez à de l'ADN de vos grands-parents que vos parents n'ont pas reçu ou ne vous ont pas transmis. Si vous n'avez plus vos oncles et tantes, tester plusieurs de vos cousins germains va vous donner accès potentiellement à plus d'ADN de vos grands-parents. Si vous testez plusieurs de vos cousins issus de germains, cela vous donnera accès à de l'ADN de vos arrière-grands-parents. Dans le cas d'une recherche précise, si vous voulez retrouver un grand-parent ou un arrière-grand-parent inconnu, vous mettrez plus de chances de votre côté en testant un maximum de ses descendants encore vivants. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette présentation. Vous pouvez me retrouver sur mon blog. J'y partage, entre autres, mon expérience sur l'utilisation de l'ADN en généalogie. Vous pouvez également me suivre sur Twitter, sur ma page Facebook et sur ma chaîne Twitch et retrouver d'autres vidéos que j'ai préparées sur la chaîne YouTube de Généatech.